vous sachiez à quoi vous attendre. Le choix qu'on a fait aujourd'hui dans le cadre de cette présentation-ci, c'est qu'on a décidé de ne pas aller dans des cas particuliers. Donc, on ne va pas vous présenter d'études de cas ou de cas type là, de décès en détention. On vous présente vraiment des données agrégées, donc soit des statistiques, soit des extraits de rapports du coroner, vraiment des extraits très, très précis où c'est une phrase ou deux phrases qu'on a décidé d'anonymiser, donc le nom de la personne décédée, pas identifié, l'établissement de détention non plus, et pas identifié. Là. Puis on a fait ce choix-là parce qu'on trouvait que sous un format de webinaire, c'était la façon la plus appropriée de parler des décès en détention de façon respectueuse pour toutes et toutes, y compris les proches des personnes incarcérées puis les personnes elles-mêmes qui sont décédées. Mais en même temps, il y a un coût à ça et c'est que c'est très déshumanisant. Donc, vous allez voir dans notre présentation, on va parler en fait du regard institutionnel, puis comment il déshumanise, puis qui en fait, il ôte toute singularité, en fait, dans chacun des décès. Donc, paradoxalement, nous aussi, on reproduit la même chose, mais on trouvait que dans le cadre d'un webinaire, de présenter des données amalgamées comme ça, c'était la meilleure façon de le faire. Mais évidemment, on est ouvert à la discussion, là, à en discuter. Donc, Jacinthe nous a présenté, Mathilde et moi. Puis je tiens à souligner que la recherche qu'on vous présente aujourd'hui, c'est basée sur un projet, une recherche exploratoire en fait, où on veut commencer à comprendre comment est-ce que la mort en prison, les décès en détention, comment c'est construite dans le regard des acteurs institutionnels. Puis c'est une recherche qui est financée pour le moment par l'Observatoire des profilages. Donc, attendez. Donc, une mise en contexte aussi, qu'est-ce qui a été l'amorce? Parce que je trouve que c'est important de parler aussi de nos recherches, mais quelle amorce se trouve derrière nos projets de recherche. Mais dans le cas de cette recherche-ci, je dirais il y a eu deux amorces pour ma part. Donc, la première, c'est que durant la pandémie de la COVID, il y a eu le cas d'une personne qui était incarcérée, M. Robert Langevin, qui était incarcéré à l'établissement de Bordeaux, qui avait plusieurs problèmes de santé, qui a contracté la COVID et qui est décédé. Mais des proches, en fait, M. Langevin lui-même et des proches de personnes incarcérées qui étaient dans la même wing là, que M. Langevin ont contacté différents organismes de défense de droits, dont la Ligue des droits et libertés, pour demander sa mise en liberté, en fait. Puis ensuite, une meilleure prise en charge, l'accès à des soins et tout ça. Puis malheureusement, M. Robert Langevin est décédé, mais en tant que militante à la Ligue, j'ai fait partie de ce comité-là. Puis c'est le premier, je dirais, c'est une des premières fois où j'ai été confrontée à toute la violence autour des décès en détention, des décès qui sont vécus de façon totalement isolée. Puis aussi, l'autre amorce pour ce projet de recherche, pour ma part aussi, c'est j'ai travaillé avec le Centre des femmes de Laval sur un projet pour documenter leurs pratiques féministes intersectionnelles autour de la question de la détention. Puis le Centre des femmes a beaucoup travaillé avec la famille de Mme Messina, qui était connue il y a quelques années sous le nom de Mme M, une dame qui s'est suicidée à la prison Leclerc et qui ont beaucoup travaillé en soutien, en fait, aux proches. Il y a plusieurs groupes féministes qui ont travaillé au soutien de la famille de Mme M. Donc, pour moi, c'est important de nommer que cette recherche, elle est menée en solidarité avec les proches des personnes incarcérées puis les personnes incarcérées elles-mêmes pour faire reconnaître le droit des personnes incarcérées. Donc, cette mise en contexte-là, elle est importante parce qu'on n'est pas ici dans une logique de documenter purement un phénomène social, mais aussi de documenter un phénomène pour que ça serve dans des pratiques de défense de droit et que ça s'inscrit évidemment dans la mission de l'Observatoire. Donc, le plan de la présentation est le suivant. On va parler un peu de l'état des lieux sur la question des décès des détentions. On va vous parler un peu de comment on a théorisé la mort en prison, de notre stratégie méthodologique, de notre corpus, puis en fait des deux regards institutionnels qu'on a dégagés. Donc, le premier regard institutionnel qu'on a dégagé, c'est la question de compter les morts. Comment est-ce que les morts sont comptés et comment on peut les compter? Puis le deuxième élément, c'est comment est-ce que les décès sont décrits. Puis on écrit décrire, mais je pense qu'on aurait pu aussi, on a beaucoup hésité à ne pas mettre décrire, écrire, parce que c'est vraiment cette logique de dire, mais comment les morts sont racontés, donc ils sont décrits, mais ils sont aussi écrits par les coroners. Et on va finir évidemment par une discussion.
Donc, un état des lieux, quand on regarde les recherches sur les décès et la détention, ça dresse un portrait quand même assez sombre. Il y a plusieurs études quantitatives qui ont démontré en fait que le taux de mortalité était plus élevé dans les prisons que dans la population générale et que ce taux de mortalité-là était particulièrement élevé là, en raison des causes violentes, excusez-moi, c'est peut-être pas très clair, mais que la cause des décès, c'était de façon proportionnellement beaucoup plus élevée. C'était lié à des causes violentes plutôt que dans la population générale et qu'aussi en détention, les gens meurent plus jeunes que dans la communauté. Il y a une étude d'Antonovich et Vinderdick qui a été réalisée en 2014 qui utilise une méthodologie similaire à la nôtre, donc qui utilise des rapports du coroner là, pour brosser un peu un portrait des décès et de la détention. Et ce qui vont, en fait, c'est une des études les plus récentes. Puis, en fait, ce qui souligne le premier élément, je crois, c'est l'absence de surveillance institutionnelle centralisée, donc la difficulté d'avoir des données sur les décès en détention, des données qui sont fiables puis qui sont centralisées. Il n'y a aucune surveillance, donc c'est vraiment des pratiques là, régionales qui sont mises en place. Et aussi, ils vont souligner toute la question des enjeux de classification, donc comment les décès sont classifiés, comment il y a des classifications qui sont utilisées de façon interchangeable, mais ça aussi, c'est un élément qu'on va soulever dans notre présentation. Je suis très contente de voir que M. Bernheim est ici. Donc, Jean-Claude Bernheim a été un des premiers à documenter là, la question des suicides et de la détention. Puis, il a démontré en 1997, en fait, qu'on ne pouvait pas comprendre les taux de suicide en détention sans se pencher sur la question des conditions de détention. Puis, sans établir un lien de corrélation ou de cause directe, on ne pouvait pas, il a vraiment démontré par une étude approfondie et différentes études qu'il a fait depuis que les conditions de détention jouaient un rôle dans les suicides et que donc, il y avait plus de suicides dans les établissements de détention où le régime carcéral était plus sévère. Une autre étude, je crois, qui est importante de mentionner, c'est l'étude de Liebling. Donc, Liebling s'est aussi intéressée, elle, à la question des suicides. Là. Elle a fait plusieurs études sur ce sujet-là. Elle a démontré, elle aussi, qu'il y avait vraiment un lien entre les politiques pénales, le régime carcéral et les taux de suicide en détention. Mais dans un article plus récent, elle a vraiment problématisé comment la question des homicides devait être comprise à la lumière du régime carcéral et que pour elle, en fait, même la question des sentences-vie devait être pensée comme une forme de décès en détention. Parce que quand il y a une sentence-vie, la personne éventuellement va décéder en prison. Et pour elle, en fait, même l'existence même des sentences-vie doit être problématisée, pensée comme étant une façon de mourir, mais sans la présence de la mort. Donc, dying without death. Puis finalement, une dernière étude que je voulais souligner, c'est celle de Phillips et collègues qui démontre en fait que se sont intéressés à la question des décès, mais les décès hors les murs. Donc, les décès de personnes qui ont été criminalisées, mais qui ont une prise en charge pénale à l'extérieur des murs de la prison. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont démontré que ces personnes-là, elles aussi, avaient un taux de mortalité plus élevé que des personnes qui ne sont pas criminalisées. Et l'hypothèse que son équipe fait, c'est que ces personnes, en fait, sont pas prises en charge dans les murs des prisons, en fait, ne sont pas prises en charge par le système pénal et que finalement, elles en subissent les contre-coups sans pouvoir bénéficier de la protection ou de la responsabilité du système pénal là, par rapport à leur bien-être. Donc, comment est-ce qu'on a théorisé la mort en détention? Mathilde et moi, en fait, on s'est vraiment intéressé à des écrits qui partent des expériences des personnes elles-mêmes. En particulier, un texte de Riccardi qui s'est intéressé à l'art qui est fait par les personnes incarcérées. Puis elle démontre par l'étude de l'art, c'est autant les arts visuels là, que ce qui est écrit, que les expériences carcérales, en fait, sont traversées par la mort. Donc, la mort est un thème omniprésent qui est au cœur, en fait, de l'expérience carcérale. Et donc, la prison elle-même est un espace qui transfère la mort. Je vais revenir à l'enjeu à la gestion de la mort par le régime de la vie là, de Armstrong, j'en revenir plus tard, mais aussi d'un point de vue populationnel, on s'est aussi inspiré de la recherche de Sarah Armstrong qui a étudié en fait la gestion de la COVID dans les prisons écossaises. Mais elle, ce qu'elle va dénoncer, en fait, c'est que le fait de compter le nombre de morts et de ne s'attarder qu'à la gestion de la mort et de prévenir la mort en détention, ça crée un paradoxe où la prévention de la mort devient le seul succès
populationnel. Donc, on s'intéresse, oui, au taux de mortalité qui va baisser, mais on ne tient pas du tout compte de l'expérience carcérale elle-même et en fait, les personnes qui vivent, comment elles vivent. La contrepartie de ça, c'est que la mort, en fait, va être construite ensuite comme un échec personnel. Donc, il va y avoir plusieurs dispositifs mis en place pour que les personnes restent en vie. Et quand les personnes décèdent, en fait, la construction du décès va être faite comme faisant porter la responsabilité du décès à la personne elle-même. Puis ça, c'est des éléments qu'on va reprendre tout au long de notre présentation. Comme stratégie méthodologique, je vais juste vous en parler brièvement. Comment on s'est intéressé à la mort, au décès? En fait, on s'est intéressé au décès comme un fait social rapporté. Donc, dans la lignée des travaux de Corriveau et collègues, qui ont fait sur le suicide, eux spécifiquement, entre autres sur le suicide en milieu carcéral là, au 20e siècle, traiter les décès comme un fait social rapporté, ça veut dire qu'on s'intéresse au sens et aux causes du décès à travers la parole et les gestes des acteurs sociaux concernés. Donc, on n'essaie pas d'établir un portrait statistique ou un portrait qui tracerait les tendances dans les taux de mortalité. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que les acteurs disent autour et à propos d'un décès. Puis quand on regarde le corpus qu'on a analysé, puis Mathilde va vous en parler un peu plus, mais on est allé vers l'analyse des données publiques qui sont disponibles et on a fait de multiples demandes d'accès à l'information. Je tiens quand même à le souligner parce que comme chercheurs, chercheuses, on est plusieurs à se battre avec des demandes d'accès à l'information. Mais on a fait plusieurs demandes d'accès à l'information avec des délais qui se comptent en termes de mois, voire d'années dans certains cas. Et on a en ce moment plusieurs demandes en suspens. Donc, vous allez voir, on va revenir sur cet élément-là, mais on attend encore des rapports du coroner. Donc, on a fait une demande. La première demande qui a été faite, ça fait 2-3 ans, je crois. Et depuis, on essaie toujours de relancer le bureau du coroner pour pouvoir repérer les rapports du coroner qui traitent des décès en détention et on fait face à plusieurs obstacles autour de cette question-là. Donc, Mathilde, je te passe la parole. Oui, donc, comme Catherine vient de l'expliquer, notre corpus à l'étude a été formé là, au cours des dernières années, à la fois par des recherches, des sources publiques, mais aussi des demandes d'accès à l'information. Puis aujourd'hui, à ce jour, ce qu'on a comme données provient d'abord au provincial des rapports d'incidents, donc des synthèses des rapports d'incidents qui sont faites à chaque année sur tout ce qui se produit dans les prisons. Donc, on a là l'information sur les décès, mais aussi tout ce qui se produit, là, toutes les tentatives de suicide ou les autres incidents qui ne sont pas reliés. Donc, ça, c'est la première source qu'on utilise au provincial. Puis, on a aussi utilisé comme source une autre demande d'accès à l'information qui avait été faite au préalable, puis qui était rendue publique. Donc, on a pu utiliser comme information additionnelle. On a aussi consulté les rapports des protecteurs du citoyen, donc du protecteur du citoyen pour la même période. Qu'on a utilisé non pas comme source d'analyse primaire, mais comme une façon de valider les données qu'on avait, puis pour l'analyse à fortiori de nos données. Ensuite, au fédéral, comme Catherine l'a dit, là, on a des demandes d'accès à l'information qui sont en suspens. Donc, présentement, on est encore en attente. Donc, on attend d'avoir à la fois l'information statistique, donc les données des décès, mais aussi le contenu des rapports qui sont faits là, dès qu'il y a eu un décès en détention. Puis pour cette deuxième demande-là, là, on attend sûrement encore quelques années. Là. Donc, c'est vraiment des délais qui se comptent même plus qu'en mois, là, en années. Donc, à ce jour, ce qu'on utilise pour cette recherche-là, c'est un rapport qui a été fait en 2019 qui porte sur l'ensemble des décès qui ont eu lieu sur tout le territoire canadien dans les pénitenciers fédéraux de 2009 à 2017, qui sont partiellement désagrégés. Donc, on a accès aux chiffres sur les décès qui ont eu lieu au Québec de 2009 à 2017, mais on n'a pas l'ensemble des décès par année pour le Québec. Donc, ça, c'est la source qu'on a au fédéral. Ensuite, on est allé voir là, dans les rapports publiés par l'enquêteur correctionnel pour voir ce qui était dit sur ce sujet-là. Puis, encore une fois, ça nous sert comme source d'analyse de nos données, puis pour compléter ce qu'on a comme données quantitatives. Et puis, finalement, bien, le cœur de notre analyse aujourd'hui porte sur les rapports du coroner qui ont été faits entre 2009 et 2018, qui nous ont été partagés au fur et à mesure des demandes de données à l'information qu'on a fait depuis 2 ou 3 ans.
Puis Mathilde, si je peux me permettre, parce que j'ai vu qu'il y a dans l'assistance, il y a Linda Killil de la Ligue des droits et libertés là, qui a été vraiment une personne clé là, dans l'obtention, dans les premières demandes d'accès à l'information qui ont été faites autour de ce sujet-là. Donc, merci Linda. Je ne sais pas si tu veux ouvrir ta caméra ou si ça ne te tente pas, mais en tout cas, merci beaucoup Linda. Puis le deuxième élément, si je vais souligner, le travail de Delphine qui a fait un premier déchiffrage en fait de ces rapports du coroner-là, puis qui nous a permis de continuer l'analyse. Donc là, excusez-moi, le PowerPoint s'est emballé. Voilà, on est à votre slide. Oui, puis en fait, moi, effectivement, là, j'ai repris le travail qui avait déjà été entamé par ces deux personnes-là. Donc, on poursuit les analyses encore aujourd'hui, puis on attend encore de nouvelles données. Donc, comme je disais, là, la première source de données qu'on a utilisée, c'est issu des rapports d'incidents, donc les synthèses des rapports d'incidents qui sont faits à chaque année par le ministère de la Sécurité publique sur les morts en détention. Dans ces rapports-là, ce qu'on a comme information, c'est pour chaque décès, on va avoir la cause de décès qui va être séparée selon 5 causes. Donc, on aurait des morts naturelles, des morts accidentelles, des morts de cause indéterminée, des suicides et des homicides. Comme on le voit là, pour l'ensemble de la période, on a 57 morts naturelles, 57 suicides et 49 morts de cause indéterminée. Puis ensuite, pour chaque mort, bien, on sait en quelle année elle a eu lieu et puis dans quel établissement de détention. Donc, là, comme c'est écrit, là, les établissements où il y a le plus de décès, c'est les établissements de Montréal, de Québec et de Rivière-des-Prairies, ce qui tombe sous le sens, considérant que c'est les plus populeux des prisons provinciales. La deuxième source de données qu'on a utilisée au provincial, c'est une demande d'accès à l'information qui avait été faite dans un autre contexte. Donc, on a trouvé parmi les demandes qui étaient publiques. Puis, on a vu dans ces tableaux-là qu'on avait plus d'informations qui se rajoutaient. Donc, on avait, par exemple, l'âge de la personne décédée, le genre de la personne décédée, le statut. Donc, est-ce que c'était un prévenu ou un détenu? Puis, on avait encore, là, évidemment, l'année et l'établissement où le décès a eu lieu. Et la cause, encore une fois, déclinée selon les 5 causes qu'on a dit plus tôt. Mais en regardant, là, puis en voulant comme comparer ces décès-là, puis en voulant vérifier si on pouvait utiliser les deux sources d'informations pour les mettre ensemble puis avoir une plus grande analyse, bien, on s'est rendu compte qu'il y avait une incongruence, en fait, dans les causes. Déjà, là, d'emblée, on a remarqué qu'il y avait 11 morts accidentelles qui avaient été colligées dans ce tableau-là, alors que plutôt, il n'y avait aucune mort accidentelle qui avait été colligée. Donc, déjà, on avait une impossibilité là, de prendre toutes ces données-là pour en faire l'analyse. Donc, pour nous, ce que ça nous montrait, c'est que ben, déjà, avec ce premier regard-là, on voit que l'institution, ce qui nous donne comme information, c'est flou, puis il y a des choses il y a des incongruences. Donc, ça, c'était notre premier regard sur les données du ministère de la Sécurité publique. Voilà. Et puis, pour ce qui est des sources d'informations qu'on a utilisées au fédéral, et bien là, comme on n'avait pas accès encore là, aux données des agrégés, là, comme on avait au provincial, donc pour lesquels chaque décès, on avait l'établissement et l'année, bien, on a dû se tourner vers le rapport annuel sur les décès en établissement qui portait sur l'ensemble des décès de 2009-2010 à 2016-2017. Pour l'ensemble du pays, donc dans le Canada au complet, pour les établissements, les pénitentiaires. Puis, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y avait 110 décès qui avaient eu lieu au Québec, donc 80 décès qu'on disait de mort naturelle et 30 décès qu'on disait de mort non naturelle, donc 15 suicides, 9 surdoses, 6 homicides, mort accidentelle ou de cause indéterminée, donc ça, c'était pas précisé. Et ça, c'était les données qu'on pouvait utiliser pour le Québec. Ensuite, ce qu'on avait comme information dans ce rapport annuel-là, c'était des statistiques qui s'appliquaient à l'ensemble du pays. Donc, on avait des tableaux qui parlaient de beaucoup d'informations sur la personne, donc son âge, l'origine ethnique, la durée de la peine, etc., etc. Ensuite, on avait des informations sur les facteurs ou les événements en lien avec les décès de causes naturelles ou non naturelles, encore une fois, pour l'ensemble du Canada. Et puis, finalement, des informations sur le moment du décès, donc le jour de la semaine, le moment de la journée, etc. Mais toutes ces informations-là, considérant qu'elles étaient agrégées, donc qu'elles n'étaient pas spécifiques à chaque décès, ni spécifiques à une année ou à une région, bien, ça nous empêche de les utiliser encore une fois pour faire une analyse plus poussée puis mieux comprendre comment les données sont notées. Donc, avec ce premier regard institutionnel-là, on peut déjà remarquer qu'en fait, il y a certaines informations qui sont existantes, mais il y a une impossibilité de les utiliser. D'abord parce que les délais sont
sont très longs, en fait, pour y avoir accès. Donc, on attend super longtemps avant de même avoir ces informations qui sont pourtant publiques. Puis, il y a une certaine opacité des institutions, il y a un certain manque de transparence parce que, ben, on le voit avec les enjeux de catégorisation différentes, par exemple, entre des produits d'une même institution. Donc, ça nous empêche de pouvoir utiliser toute l'information en une seule analyse. Puis aussi parce que les moyens de catégoriser les morts sont différents du provincial au fédéral. Donc, encore une fois, ça complexifie toujours les analyses d'un point de vue méthodologique. Ce constat-là qu'on a fait, ben, on n'est pas du tout les premières à le faire. En fait, là, quand on regarde en 97, déjà, Jean-Claude Bernheim l'avait noté, le fait que c'est surprenant que quelque chose qui se produit, un événement aussi majeur qu'un décès en institution, ben, les institutions produisent des chiffres qui sont incohérents. Donc, c'était quelque chose qui était déjà un constat à l'époque, donc il y a presque 30 ans, qu'on nomme cette problématique-là, ce manque de transparence-là, cette incohérence. Dans notre travail, donc, ce qu'on a choisi de faire, un peu comme une solution partielle, une solution un peu limitée, mais une solution quand même, ça a été de se pencher sur les rapports du coroner pour comprendre comment la mort était construite dans ces rapports-là, qu'est-ce qu'on en disait. Donc, les coroners, ben, ce sont des officiers publics qui sont des médecins, des avocats ou des notaires qui sont nommés par le gouvernement provincial et qui sont sous l'autorité d'un coroner en chef. Ils vont intervenir, dans le fond, leur mandat, c'est vraiment d'enquêter quand il y a un décès qui est survenu dans des circonstances violentes, un accident, un suicide, un homicide ou des circonstances obscures ou quand il y a de la négligence. Mais aussi, ils doivent intervenir systématiquement lorsqu'un décès se produit dans un pénitencier ou dans un centre de détention. Leur mandat, quand ils interviennent, c'est de répondre à 5 questions, entre autres. Donc, qui est décédé? Où cette personne est-elle décédée? Quand cette personne est-elle décédée? Quelles sont les causes probables du décès et quelles sont les circonstances du décès? Pour répondre aux questions, ils doivent réaliser des investigations et des enquêtes publiques, puis ils doivent rédiger un rapport qui est public pour présenter leurs conclusions. Puis s'il y a lieu, ils peuvent faire des recommandations pour éviter des décès semblables, sans toutefois là, se présenter sur la responsabilité civile ou criminelle d'une personne. Par ailleurs, il y a aussi dans le rôle des coroners l'idée de prévenir des décès similaires à travers cette démarche-là. Donc, la première utilisation qu'on a fait des rapports de coroner, c'était pour les comparer avec les données du SCC et du MSP qu'on avait et pour valider qu'on avait toutes les données nécessaires. Et puis, ben, déjà, après une première comparaison, ben, on voit là, tout de suite sur le tableau, là, je pense que c'est assez apparent que pour commencer au provincial, pour la période de 2009 à 2018, dans les données issues du ministère de la Sécurité publique, on l'avait dit plus tôt, on avait 57 morts naturelles, 57 suicides et 49 morts de cause indéterminée pour un total de 163 décès. Et puis, à ce jour, des données qu'on a reçues du coroner, on a 98 rapports qui portent sur des décès en détention. Et après une analyse un peu plus fine là, pour les regarder d'année en année et selon l'établissement de détention, on voit qu'il manque toujours 42 rapports pour des morts dites naturelles, 11 rapports pour des suicides et 18 rapports pour des morts de cause indéterminée pour un total de 71 rapports. Et on remarque à l'inverse qu'on a 6 rapports de coroner qui portent sur des morts qui ne semblent pas avoir été consignés parmi les incidents du MSP. Donc, il y a comme un double manque. Et puis, au fédéral, donc c'est la même chose. Notre comparaison elle est un peu moins exhaustive parce qu'on n'a pas accès d'année en année au nombre de morts, mais on a quand même un chiffre global. Et on voit que pour 80 morts naturelles et 30 morts non naturelles qui ont été corrigées dans les données du Service correctionnel canadien, on a pour ces données-là, on a 44 rapports de coroner, donc 15 morts naturelles, 15 suicides, 10 morts accidentelles, 2 morts violentes et 2 morts indéterminées. Et donc, on voit tout de suite d'emblée qu'il manque un total de 66 rapports selon nos chiffres actuels.
Donc, encore une fois, ben, ça rajoute en fait à notre constat, le premier qu'on avait de ce flou-là, de cette incongruence entre les chiffres, qui est non seulement présent dans l'institution elle-même, dans les institutions en eux-mêmes, mais aussi quand on compare entre elles les instances qui sont supposées travailler là, sur les mêmes événements. Donc, voilà. Donc, ben, pour continuer, en fait, sur la lancée de Mathilde, je vais juste vous donner un bref aperçu, en fait, du corpus qu'on a, là, si on considère notre corpus, notre deuxième corpus comme étant les rapports du coroner qu'on a obtenus en faisant une demande d'accès à l'information, puis peut-être une petite mise en contexte. Les rapports du coroner, ce sont des informations qui sont publiques. Habituellement, l'extraction des rapports du coroner se fait à l'aide du nom de la personne. Donc, la banque de données du coroner est montée de cette façon-là. Donc, nous, ce qu'on aura demandé, en fait, c'était d'extraire des rapports du coroner qui avaient pour adresse des centres de détention ou aussi qui étaient classés comme étant là, des investigations qui étaient en lien avec un décès en détention, parce qu'il y a une obligation là, du coroner d'enquêter sur ces décès-là. Mais comme plusieurs le savent, en ayant fait ce type de demande d'accès à l'information, quand une banque de données n'est pas pensée de cette façon-là, c'est vraiment difficile d'avoir accès. Donc, d'avoir accès, en fait, plutôt d'extraire les données. Donc, j'ai juste à dire, on a une super belle collaboration avec le bureau du coroner, mais ça fait quand même près de 6 mois qu'on redemande, qu'on écrit à chaque semaine pour dire, bien là, il nous manque tel rapport pour telle année, est-ce que vous pouvez investiguer? Donc, il y a vraiment une ouverture de la part du bureau du coroner, mais il y a vraiment une difficulté d'aller chercher ces rapports-là. Donc, petite parenthèse sur cet élément-là. Donc, on a reçu jusqu'à maintenant 157 rapports du coroner. Donc, on a presque 58% des rapports du coroner là, pour les décès qui ont été colligés là, quantitativement là, dans la première partie de la présentation. Ces rapports-là sont rédigés par 49 coroners différents. Donc, il y a des styles de rédaction très différents. Il y a aussi, on voit des angles d'analyse qui sont différents là, selon les coroners et leur formation, évidemment. Il y a des rapports qui sont très, très longs. Il y a des rapports qui sont très, très courts. Donc, on a une longueur moyenne de 3 pages, mais la longueur médiane, là, habituellement, c'est 2 pages. Donc, c'est des documents quand même assez succinct et le délai de rédaction moyen est de 12 mois. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a décidé d'arrêter notre période assez tôt. Là, on ne s'est pas rendu jusqu'à, par exemple, au début de la COVID, là, parce que je crois que la COVID a influencé là, les centres de détention, puis un projet de recherche lui-même là, pour nous aider à comprendre ces éléments-là, mais on s'est vraiment restreint dans notre période pour être certaine que tous les rapports du coroner aient été rédigés parce que certains rapports qui ont pris plus de 2 ans là, à être rédigés. Donc, comme le disait Mathilde tantôt, on a 98 rapports dans les établissements provinciaux, on en a 57 dans les établissements fédéraux et il y a 2 rapports pour lesquels il n'y a aucune indication quant à l'établissement de détention. Donc, c'est mentionné que la personne était en détention, mais ce n'est pas possible de savoir si c'était une sentence fédérale, par exemple, ou si c'est une personne qui était prévenue au provincial ou autre. L'établissement de détention n'est pas mentionné. Donc, évidemment, ces 2 rapports-là, on ne les a pas inclus dans les analyses qu'on va vous présenter. Donc, juste un rapport sur un petit rappel, en fait, des 5 questions que le coroner se pose là, en se penchant sur chaque décès qui arrive dans un centre de détention. Donc, qui est la personne qui est décédée, où la personne est décédée, quand la personne est décédée, les causes du décès et les circonstances dans lesquelles les décès ont lieu. Donc, c'est la présentation aujourd'hui, ce qu'on a choisi de faire, en fait, c'est de revenir sur ces 5 questions-là. Puis, comme pour nous, on s'intéresse au décès comme un fait social rapporté, ce qu'on veut mettre de l'avant aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui est dit dans les rapports du coroner, puis qu'est-ce qui n'est pas dit dans les rapports du coroner. Donc, qu'est-ce qui est absent de cette mise en écrit, de cette description d'un décès en détention à la lumière de la littérature scientifique qui existe sur le sujet. Donc, mais ce qui est écrit dans le rapport en termes de qui est mort, c'est vraiment très succinct. Donc, c'est le nom complet et le nom des parents, le lieu et la date de naissance. Ce qui n'est pas écrit dans le rapport et qui, selon nous, pourrait nous aider à mieux comprendre la singularité de chaque expérience là, ou de chaque décès, si on peut dire, c'est ce qui a trait à la personne puis à son positionnement social. Donc, on peut penser, par exemple, à la question de la race. On sait là, je parle de race, mais évidemment de données
ethnoculturelle ou ethnoraciale, là, dépendamment dans quel champ ou quel type d'analyse on veut faire, mais on sait qu'il y a une surreprésentation importante des Autochtones dans les prisons provinciales et fédérales, en particulier des femmes autochtones dans les pénitenciers. Donc, on a un seul rapport, surtout notre bassin de rapport, qui mentionne en fait que la personne est autochtone. Il n'y a aucune mention de personnes qui seraient considérées comme noires, latinas, etc. Donc, la question de la race est complètement évacuée. Elle n'est même pas considérée là, dans le rapport du coroner. La question de l'identité de genre aussi est à soulever. On sait par exemple dans les prisons provinciales, la détention de la personne se faisait et se fait encore, il y a eu des changements théoriquement dans les pratiques, mais se fait selon le genre tel qu'identifié dans les papiers d'identification de la personne. Donc, ce n'est pas l'identité de genre telle qu'elle est vécue par la personne elle-même, mais comment elle est identifiée sur ses papiers d'identité. Donc, la question de l'identité de genre, elle n'est pas du tout abordée. Puis, on l'a vu pour certaines personnes trans, ça semblait poser problème, mais ça n'a pas été analysé comme étant quelque chose là, qui posait problème. La question du réseau social, du statut judiciaire de la personne est complètement laissée de côté. Quand la personne est décédée aussi, donc à quel âge la personne est décédée, c'est clairement identifié. Il y a toujours la journée et l'heure du décès ou l'approximation de l'heure du décès et la date de naissance de la personne. Donc, on peut calculer l'âge à laquelle la personne est décédée. Puis l'âge moyen au moment du décès, c'est 44 ans. Juste pour mettre un peu en perspective, l'espérance de vie au Québec là, en 2009 et 2018, les chiffres qu'on a trouvés à l'INSPQ a situé autour de 80 ans, de 80 à 82 ans. Évidemment, il y a une différence entre les hommes et les femmes, là, comment ils sont calculés. Donc, je ne vais pas trop rentrer là-dedans, mais c'est pour ce qu'on veut vous faire comprendre, Mathilde et moi, c'est qu'il n'y a aucune contextualisation de pourquoi est-ce que la personne est morte aussi jeune. Donc, on sait que l'espérance de vie, elle est beaucoup plus longue dans la communauté. Les gens meurent jeunes en détention et ce n'est pas du tout quelque chose qui est analysé, qui est mis de l'avant. Puis on le verra en particulier sur la question des morts naturelles, c'est quelque chose qui est complètement oblitéré. Donc, le fait que la personne soit morte jeune et de façon prématurée, ce n'est pas abordé, ce n'est pas discuté du tout dans les rapports du coroner. Les autres éléments qui sont écrits, c'est où la personne est décédée. Donc, il y a deux endroits où les personnes peuvent décéder. C'est évidemment les centres de détention eux-mêmes ou les hôpitaux, où quand la personne a été transférée parce qu'elle était trop malade, blessée, etc., du centre de détention à un hôpital puis qu'elle est décédée à l'hôpital. Ce qui est complètement laissé de côté, c'est toute la question de la trajectoire de la personne. Donc, oui, on va voir la trajectoire de la personne quelques jours avant son décès, mais on n'a pas la trajectoire socio-judiciaire de la personne. Pourquoi est-ce que la personne a été incarcérée? De quelle façon? Quand est-ce qu'elle a reçu sa sentence? Est-ce qu'elle était prévenue? Est-ce qu'elle était en transfert dans des établissements de détention? Toute cette question-là est laissée de côté et même, j'ai mis ça comme étant un régime carcéral, mais par exemple, quel est le niveau de sécurité de l'établissement où elle est incarcérée? Par exemple, être à Rivière-des-Prairies, à Donnacona, ce n'est pas la même chose qu'être au centre de détention de Québec, ce n'est pas la même chose qu'être à Archambault, mais cet élément-là est complètement laissé de côté. Puis, pour la question des causes problèmes du décès, des circonstances du décès, ce qu'on va voir en fait, puis Mathilde va vous le démontrer en abordant les causes probables du décès, en parlant des suicides et des morts dites naturelles, c'est qu'il y a vraiment une description partielle des causes et des circonstances qui va vraiment s'attarder à des facteurs individuels. Donc, l'institution est presque complètement laissé de côté et on va s'attarder à comprendre le décès mais qu'est-ce qui, dans la personne, dans ses caractéristiques propres, qu'est-ce qui explique son décès? Donc, Mathilde, je te passe la parole. Merci, Catherine. Donc, pour la première étude qu'on a faite sur une catégorie de morts, on s'est penché sur les morts dites naturelles et on s'est questionné premièrement à savoir quelles sont les causes probables des morts naturelles dans les rapports de coroner. Puis pour répondre à cette question-là, on est allé voir premièrement quelles sources étaient consultées pour répondre à ça. Donc, ce qui est apparent, là, ce qui saute aux yeux, c'est que dans tous les cas, les sources consultées, c'est des sources médicales. Donc, le dossier médical, l'autopsie, l'examen interne, l'analyse toxicologique ou biochimique, dans le but, là, évidemment, de donner la cause médicale directe. Mais il n'y a pas... Dans tous les rapports, il n'y a pas nécessairement beaucoup d'autres sources qui sont consultées. Par exemple, on le voit, là, les proches sont consultés seulement dans 7% des cas là, pour avoir une compréhension de d'autres causes qui pourraient expliquer le décès.
Et donc, ça nous amène à se demander, mais qui parle donc dans les rapports? Qu'est-ce qui permet de comprendre les causes du décès? Et pour nous, ce qui est frappant, c'est que c'est le corps de la personne décédée qui est analysé par des experts médicaux. Donc, c'est ça le centre de la manière de construire la cause probable des morts naturelles en prison. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça qui nous amène à dire que ce sont les causes principales. Mais ensuite, dans la construction du rapport, il y a d'autres causes qu'on va nommer dans la façon d'expliquer ce qui amène la personne à mourir d'une mort dite naturelle. Puis, on va invoquer différents types de causes que nous, on a catégorisé là, premièrement, la personne décédée. Donc, on va parler notamment de ses comportements, de ses habitudes de vie pour expliquer comment elle est arrivée à son décès. Donc, on a pris quelques exemples tirés des rapports. Donc, premièrement, on peut dire que la personne refuse de prendre sa médication et de collaborer avec le personnel, qu'elle néglige sa santé et ne prend pas ses médicaments, qu'elle ne se mobilise pas, qu'elle collabore peu. Donc, tout ça, c'est des causes qui, pour nous, sont une manière d'attribuer à la personne une partie de la responsabilité de son décès de cause naturelle. Ensuite, dans les rapports, on remarque qu'une autre partie des causes est née en fait, vient du personnel en soi. Donc, on va parler de la manière dont les employés ont agi. Donc, par exemple, dans le cas qu'on a mis ici, c'est une infirmière qui croyait à une crise de panique et qui a renvoyé le détenu à sa cellule. Donc, ça fait partie des causes qu'on identifie. Ensuite, il y a le rôle des pratiques organisationnelles. Donc, on va nommer, par exemple, qu'il y a eu des enjeux pendant le décompte nominatif. Donc, une personne qui n'avait pas été correctement interpellée pendant qu'on faisait un décompte et donc on n'a pas pu voir qu'elle était en situation de souffrance. Donc, ça, c'est tout ce qui rentre dans les enjeux de pratiques organisationnelles. Et puis, finalement, une autre cause qui ressort des rapports du coroner, on les a réunis dans ce qu'on appelle un déni de crédibilité de la personne incarcérée. Donc, à plusieurs reprises, on voit que dans les jours ou les heures qui ont précédé le décès, les employés de l'institution n'ont pas cru la personne, ou même à l'inverse, on pensait qu'elle jouait la comédie. Donc là, on le voit, là, on a mis deux exemples frappants là, où la personne n'est pas prise au sérieux pour ses enjeux de santé et que c'est ça, qu'on comprend qu'elle joue la comédie. Pardon. Donc, pour nous, ça, c'est un enjeu de profilage parce que on refuse de donner la crédibilité à la personne même lorsqu'elle parle de ses propres mots, de son propre corps. Puis ça, c'est ce qui peut, entre autres, expliquer les causes de décès des morts naturelles. Ensuite, pour ce qui est des circonstances des morts naturelles, donc, encore une fois, on s'est questionné à savoir quelles sources ont été consultées pour refaire les circonstances, pour comprendre comment ça s'est passé. Et donc, encore une fois, la grande majorité des rapports, on a consulté le personnel et les employés du milieu carcéral et hospitalier. Puis, dans moins de 20% des cas, on a questionné les co-détenus pour recréer un peu ce qui s'était produit. Puis dans les rapports, ce qui est nommé explicitement dans les circonstances, ce sont vraiment les conditions matérielles. Donc, on va parler de où est-ce que le décès a eu lieu, on va décrire les lieux, puis on va parler des actions qui ont été prises dans l'immédiat ou dans les heures avant, puis on va parler du contexte médical. Donc, dans l'exemple qu'on a mis là, on voit vraiment tous ces éléments-là. Donc, on va dire vers 7h10, le 6 janvier, Monsieur X s'est retrouvé inconscient sur le sol de sa cellule à l'établissement. Un appel est logé au 911. Des manœuvres de réanimation sont débutées. Les ambulanciers arrivent à l'hôpital et éventuellement, on va constater son décès rendu à l'hôpital. Donc, c'est vraiment ça les circonstances. C'est comme ça qu'on va expliquer les circonstances du décès dans le cas d'une mort naturelle. Ensuite, on s'est penché sur les suicides. On a repris la même logique. Donc, on a regardé les causes probables du suicide, comment elles étaient amenées. Encore une fois, ici, les sources consultées, presque dans la totalité des cas, là, la source principale utilisée, ça va être encore le dossier médical ou l'autopsie, l'examen interne, les analyses toxicologiques, etc. Donc, toujours là, dans l'idée de penser, de voir c'est quoi la cause directe médicale. Donc, encore ici, quand on se demandait qui parle dans le rapport, pour nous, ce qui ressort là, vraiment, c'est que c'est le corps, encore une fois, de la personne décédée et les experts médicaux qui vont expliquer qu'est-ce qui s'est produit. Et donc, encore, on revient un peu là, avec la même logique que pour les morts naturelles. Donc, les causes du décès, c'est des causes physiques. Et là, on va rajouter les moyens utilisés pour mettre fin à ces jours et les conséquences qui s'en suivent. Donc, c'est comme ça qu'on va expliquer la cause directe de décès.
Mais encore une fois, dans la construction du rapport, dans la manière qu'on explique ce qui a pu mener aux gestes posés, ce qui va ressortir, c'est plusieurs autres causes qui vont autour. Et premièrement, on a les facteurs individuels de risque suicidaire. Donc, dans 50% des rapports, on va parler de la présence ou non de tentatives de suicide antérieures. Ce que je veux dire par là, c'est que ça ne veut pas dire que 50% des rapports vont dire que la personne avait fait une tentative de suicide, mais dans 50% des rapports, on va aborder l'enjeu pour savoir si ça avait eu lieu ou non. La même chose pour les propos suicidaires. Donc, dans 55% des rapports, on va parler de la présence ou non de propos suicidaires avant le passage à l'acte. Et puis, finalement, dans 90% des rapports, on va parler des enjeux de santé mentale de la personne qui s'est suicidée. Donc, tout ça, pour nous, ça rentre dans les facteurs vraiment individuels de risque suicidaire qui vont permettre de mettre en scène et de comprendre le cheminement qui a mené éventuellement au décès. Ensuite, encore une fois, on retrouve dans la manière dont les rapports sont écrits une cause, la cause la personne décédée comme cause. Donc là, on a mis un exemple parce que pour nous, c'était assez frappant. Là, c'est vraiment comme exactement la manière dont la personne va être jugée responsable de son décès. Donc, on va dire qu'elle s'adapte mal au milieu carcéral. Donc, dans ce cas-ci, là, c'est qu'on fait peser à la personne décédée la responsabilité d'avoir pas su bien vivre en institution, puis ça évacue là, toute la réflexion de quel rôle de l'institution, à l'inverse, qu'on pourra voir plus loin avec ce qui n'est pas écrit dans les rapports. Et puis finalement, une autre cause qui est abordée, deux autres causes en fait, ce sont les pratiques organisationnelles et du personnel qu'on a réunies ensemble ici parce que dans le cas des suicides, ce qui est beaucoup nommé, en fait, c'est des enjeux dans l'évaluation du risque suicidaire. Donc, les pratiques qui sont faites dans les institutions, qui sont faites par le personnel, par les employés, mais qui s'inscrivent dans une logique des pratiques organisationnelles qui sont organisées là, dans une façon assez, disons, bureaucratique. Là. Il y a des choses à faire, il y a des tâches à cocher là, pour l'évaluation du risque suicidaire. Et dans les rapports, on va parler beaucoup de mauvaise manière d'avoir fait l'évaluation ou de manque de coopération, de mauvaise communication entre les différentes institutions. Par exemple, quand il y a eu un transfert, des fois, ça n'a pas été bien communiqué. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va nommer comme dans les causes. Et puis, d'autres enjeux qui n'ont pas trait à l'évaluation du risque suicidaire, qui sont mentionnés dans 8 rapports. Donc, ça, c'est tout ce qui a trait, par exemple, à la rapidité, la rapidité de réponse des employés, en fait, toutes les autres choses qui touchent à... C'est bon. C'était ça. Excuse-moi, je suis allée trop vite. Mais non, c'est bon. Donc, c'était vraiment là, tout ce qui a trait aux pratiques organisationnelles qui ne sont pas en lien avec l'évaluation du risque suicidaire. Ensuite... Mathilde, peut-être, excuse-moi, juste pour compléter ton idée, là, mais aussi, c'est des éléments qui sont constants sur... excuse-moi. C'est des éléments qui sont constants à travers le temps. Donc, tu sais, la mauvaise utilisation d'outils d'évaluation du risque ou la remise en question de comme si c'est le bon outil, c'est quelque chose qu'on retrouve là, de rapport du coroner à rapport du coroner là, qui se maintient dans le temps. C'est toujours les mêmes recommandations qui sont faites sans sembler avoir effet, là, sans qu'elles soient, sans qu'on en tienne compte. Oui, effectivement. Et puis finalement, on s'est penché sur les circonstances des suicides. Puis là, encore une fois, la même logique, on a regardé c'est quoi les sources qui étaient consultées, toujours le personnel et les employés du milieu carcéral qui expliquent la mise en scène, puis les co-détenus qui sont consultés dans moins de 25% des cas là, qui sont consultés pour comprendre qu'est-ce qui s'est produit. Puis, encore une fois, ce qu'on va décrire dans les circonstances, c'est les conditions matérielles immédiates, donc l'endroit, la méthode que la personne a utilisée pour mettre fin à ses jours, une description du lieu et des actions prises dans l'immédiat. Et ce qui se rajoute dans la manière d'expliquer les circonstances du décès dans les cas des suicides, on va parfois parler brièvement des conditions de détention. Le seul élément qui revient dans les rapports, dans quelques-uns des rapports, c'est l'isolement. Donc, parfois, on va mentionner si oui ou non la personne était en isolement. Donc, je pense que c'est dans la moitié des cas, on va parler de l'isolement.
Et dans l'autre moitié, dans le fond, ça veut dire que c'est pas abordé. Et c'est vraiment le seul élément de condition de détention qui revient plus souvent là, dans la manière de penser les circonstances. Et puis, on a un exemple qu'on a voulu montrer un rapport qui écrivait explicitement que l'incarcération a probablement exacerbé les symptômes et conduit à la pendaison. Pardon. Donc, pour nous, c'était un rare exemple de rapport qui parlait d'incarcération, qui en parlait de cette façon-là quand même. Là, la phrase, elle est prise comme telle. Là, donc, je pense que c'est intéressant comme façon de penser le rôle de l'incarcération. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un des rapports où on parle des circonstances un peu. Merci. Qu'est-ce qui n'est pas écrit dans les rapports? Je vais reprendre ce point-là. Mathilde fait une super belle démonstration de qu'est-ce qui est écrit dans les rapports, puis c'est quoi la vision très partielle ou un peu en tunnel de ce qui explique en fait un décès en détention. Donc, qu'est-ce qu'il explique de façon directe, soit le corps de la personne qui est décédée, qui va être la première explication qui va être donnée. Puis ensuite, c'est vraiment les circonstances de façon très, très, très restreinte dans l'espace-temps. Donc, autant l'établissement de détention va être nommé sans qu'on parle du régime ou de l'expérience carcérale de la personne ou de façon très, très, très limitée. Puis ensuite, où il est pratiquement pas mis en cause non plus. Donc, ce qui n'est pas écrit dans les rapports, je crois que le premier élément, puis je pense pour nous qui a été le plus choquant, puis qu'il est encore, qu'on lit les rapports puis qu'on travaille ces rapports-là, c'est cette espèce de disjonction entre c'est quoi un décès en prison versus un décès dans la communauté. Donc, c'est un peu comme si les décès en détention étaient dans une bulle très particulière où si une personne se pend avec ses draps, si une personne s'étouffe avec son vomi, si une personne, etc., c'est considéré presque dans la normalité de cet établissement, de cette institution-là. Il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de mise en contexte qui est faite avec les décès dans la communauté. On le voit, c'est la même chose avec les trajectoires de soins en détention. Par exemple, l'accès au traitement, c'est quelque chose qui a été dénoncé de façon répétée par la protectrice citoyen dans ses rapports dans les prisons provinciales, qui a été dénoncé aussi par l'enquêteur correctionnel, que l'accès aux soins dans les centres de détention, soit provinciaux et fédéraux, n'est pas le même, que l'accès à des soins de santé de qualité n'est pas le même en prison qu'à l'extérieur de la prison. Et même ici, par exemple, dans ce rapport-ci, où c'est très clair que c'est identifié que si la personne avait eu accès à des soins médicaux d'urgence, ces soins médicaux-là auraient pu lui sauver la vie. Même si on sait que l'accès est problématique, ce n'est pas quelque chose qui est porté ou qui est interrogé par le rapport. Donc, c'est comme un espace qui existe, mais indépendamment, en fait, d'une critique de cet espace-là qui est possible. Donc, cette vision en tunnel, ça court-circuite la possibilité même de se questionner sur la détention parce que ça ne fait aucune mise en contexte de l'institution. Ensuite, un autre élément qui n'est pas écrit dans les rapports, mais qui nous soulève plusieurs interrogations, c'est toute la question du choix de la cause. Donc, la cause du décès, comment elle est identifiée? Puis je crois que c'est particulièrement parlant quand on parle des morts naturelles. Donc, ici, par exemple, on a le cas d'une personne qui a reçu un diagnostic en étant incarcérée, qui a refusé à nombreuses reprises le traitement en raison du fait que cette personne-là purge une sentence vie. Donc, elle est décédée des suites de la maladie. Puis pour nous, notre questionnement, c'est de dire, mais éthiquement, est-ce qu'on est face à une mort dite naturelle ou c'est plutôt un suicide? Donc, le fait que ce questionnement-là ne soit pas porté par les rapports du coroner, puis qu'en fait que la cause soit établie en établissement seulement que la personne allait décéder des conséquences d'une maladie, sans mettre en contexte que la personne, en fait, a refusé des traitements qui auraient pu prolonger sa vie, voire peut-être même sauver sa vie. Donc, que ça ne fasse même pas partie de l'analyse. Bien, pour nous aussi, ça soulève en fait que la cause, le choix de la cause, ce n'est pas quelque chose qui est neutre. Donc, ce n'est pas une impartialité du rapport du coroner, en fait, qui est mise en action. C'est vraiment un choix de voir cette responsabilité comme étant purement biologique plutôt que de comprendre, en fait, les circonstances puis plus largement l'effet de l'incarcération sur les personnes. Ça m'amène au point, en fait, que la plus grande absence dans les rapports du coroner, c'est la prison elle-même. La question des violences institutionnelles, qui on sait qu'on regarde la littérature,
sont tellement importantes au niveau de l'expérience que les personnes font là, de la prison, qu'on passe par exemple au code de sécurité que la personne elle-même va avoir, qui va dicter un peu le régime carcéral dans lequel elle va se trouver. C'est quelque chose qui est complètement laissé de côté, à l'exception des moments où on va parler de suicide. Et même là, même si des rapports vont parler de ces éléments-là, ils ne vont pas nécessairement parler dans une perspective critique ou dans les effets que ça aurait pu avoir sur la personne. Puis aussi, en termes, par exemple, qu'on parle des suicides, Liebling a très bien documenté comment, quand une personne reçoit une sentence, par exemple, sa sentence, ça peut être plus à risque de passer à l'acte. La question des sentences puis de l'expérience pénale est complètement laissée de côté des rapports du coroner, comme si cet élément-là de la vie de la personne n'avait pas une influence là, sur ses expériences puis les circonstances de son décès. Puis en termes de discussion, puis on va finir là-dessus. Je pense, Mathilde, on va avoir fait le tour. On a hâte de vous entendre, en fait, puis discuter avec vous. Mais le premier élément, je pense que je voudrais faire ressortir, qu'on veut faire ressortir, c'est la question de la quantification du nombre de morts. Donc, on a tenté de quantifier le nombre de décès. On a finalement utilisé les rapports d'incidents pour pouvoir faire des comparaisons avec les rapports du coroner. Mais néanmoins, ce qu'on observe, c'est que la quantification de ce nombre-là comporte plusieurs difficultés. Puis la lecture qu'on en fait, elle est similaire à celle que Sarah Armstrong a faite là, de la crise de la COVID dans les prisons écossaises. Mais pour nous, c'est que la question de la quantification, c'est une arme à double tranchant parce que s'intéresser seulement à la quantification, ça fait en sorte que de dire, bien, si on a un nombre exact de morts, puis qu'on peut prévenir ces décès-là, bien, ça évacue complètement les expériences des personnes. Puis la singularité du fait d'être incarcéré, puis quel effet ça peut avoir sur la personne. Donc, le seul succès au niveau populationnel, c'est en fait que les personnes restent en vie. Mais rester en vie dans quelles conditions? C'est ça qu'on va s'interroger. Puis parallèlement à ça, ça crée une situation où en fait les morts sont interchangeables, ne deviennent que des chiffres. Donc, purement s'intéresser qu'aux statistiques et qu'à la version quantitative, bien, ça réduit la question des décès en détention à des chiffres qui sont finalement dénués de sens. Donc, ça, c'est le premier élément. Donc, notre premier élément de discussion, c'est de dire, mais comment naviguer comme chercheur, chercheuse, le fait qu'on n'a pas de chiffres sur lesquels on peut s'appuyer de façon claire, tout en documentant, en fait, ce phénomène-là, puis de dénoncer, en fait, qu'il y a aussi des personnes qui meurent en détention. L'autre élément qu'on voulait soulever, en fait, c'est que les choix des coroners dans la construction des causes et des circonstances, c'est quand même porteur d'un certain cadrage. Ce cadrage-là se fait spécifiquement sur la personne incarcérée, puis pas sur le fait qu'elle est incarcérée elle-même. Donc, la personne est complètement cadrée comme étant un sujet inadéquat, un sujet qui a des dépendances, qui a des problèmes de santé mentale, etc. Donc, on va mettre beaucoup l'accent sur le sujet inadéquat, puis cadrer le sujet inadéquat, plutôt que de cadrer, en fait, puis de s'intéresser à l'institution qui détient ce sujet inadéquat. Sinon, les autres éléments, le portrait partiel des décès en détention, comment les violences institutionnelles sont invisibilisées, c'est quelque chose qu'on a abordé tout au long de la présentation. Mathilde, est-ce que tu peux parler de nos pistes d'analyse futures? Oui, c'est ça. Dans le fond, nous, pour la suite là, de notre recherche, on a beaucoup de choses encore qu'on veut réfléchir. Puis pour nous, des pistes d'analyse qui sont majeures et même nécessaires, c'est de regarder les effets du sexisme, du capacitisme et la transphobie qui transparaissent dans tous les rapports de coroner qu'on a lus. Puis malgré le fait que c'est très limité comme information, on est quand même capable de voir comment ces oppressions-là ont pu avoir un impact sur le décès de la personne. Donc, le déni de crédibilité là, qui s'accompagne là, de ces informations-là. Là. Donc, ces oppressions-là, par contre, là, du sexisme, du capacitisme et de la transphobie. Pareillement, là, on veut s'intéresser aux effets du racisme, mais présentement, on n'a tout simplement pas ces informations-là. Donc, ça limite complètement notre analyse. Donc, c'est quelque chose qu'on veut observer. Et puis, finalement, on souhaite travailler avec les proches des personnes incarcérées et les personnes incarcérées pour comprendre réellement, avoir une vision vraiment complète de qu'est-ce que c'est que de mourir en prison, qu'est-ce que c'est pour les personnes qui meurent en prison, pour les personnes autour d'elles, pour les proches à l'extérieur, donc de comprendre qu'est-ce que c'est en fait de vivre et de mourir en prison. Donc, c'est les pistes qu'on veut inclure dans le reste de notre recherche.
Merci. Donc, on vous a mis nos adresses courriel ici. Si vous avez des questions, si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas, ça va nous faire plaisir.